Donc c'est une série de résultats que j'ai obtenus il y a quelques mois et qui ont fait l'objet d'un article qui est en version préliminaire sur Archive depuis hier. Vous avez la référence si vous voulez le consulter. L'idée générale, c'est qu'on a deux notions, au moins deux en tout cas, notions de topologie généralisée, qui sont données d'une part par les topos et d'autre part par les C étoiles algèbres, et on voudrait savoir s'il y a une forme de relation entre les deux. Et dans un premier temps, on va s'intéresser à la question d'associer à un topos, qu'on va noter T en général, une C étoile algèbre. On veut associer à un topos une C étoile algèbre. Et je vais proposer une construction qui marche plus ou moins selon les cas, qui transite par les quantales. Donc la première flèche, c'est quelque chose de bien connu et qui marche très bien. Et donc on a une deuxième flèche qui marche dans certains cas et pas dans d'autres. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Et dans un deuxième temps, dans les 20 dernières minutes, normalement, on va spécialiser ça au cas d'un topos atomique. Donc ça correspond essentiellement au cas où il n'y a plus de topologie. On va regarder des choses discrètes. On élimine toute la topologie en espérant simplifier le problème. Et on verra ce qui se passe, qu'est-ce que cette construction-là donne dans le cas atomique. Et est-ce qu'on peut cerner les conditions sur le topos pour pouvoir lui associer une C étoile algèbre de façon naturelle. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste rappeler très rapidement les définitions de base. Donc une C étoile algèbre, c'est juste une algèbre complexe qui peut être non commutative ou non unitaire, ou unitaire. Qui est muni d'une norme complète, j'entends par là que c'est un espace de Banach, d'une involution antilinéaire et qui vérifie ces trois conditions. Donc la première, c'est que l'involution, c'est un antimorphisme. La deuxième, que c'est une algèbre de Banach. Et la troisième condition, et la plus importante, c'est celle qui fait toute la théorie des C étoiles algèbres. Et qui dit donc que la norme de x carré, c'est égal à la norme de x étoile s. Donc les exemples importants, c'est évidemment si x est un espace topologique compact, alors C de x, c'est une C étoile algèbre pour la norme uniforme. Unitaire, effectivement. Pour l'involution donnée par la conjugaison complexe. Et le deuxième exemple important, c'est pour un espace de Hilbert, l'algèbre des opérateurs bornés continue. Sur cet espace, c'est une C étoile algèbre avec la norme d'opérateur et l'involution qui est donnée par l'adjonction. Et donc il y a deux théorèmes de base pour cerner un peu la notion. C'est que toute C étoile algèbre, ça peut se réaliser comme une sous-algèbre stable par étoile et fermée de B de H. Donc c'est ce qui nous dit que la troisième condition était la bonne condition importante, puisqu'on les réalise de façon concrète comme des algèbres d'opérateurs. Et le deuxième théorème, c'est la fameuse dualité de Guelphan, qui nous dit que essentiellement une C étoile algèbre commutative unitaire, c'est la même chose qu'un espace topologique compact, et qu'une C étoile algèbre commutative, je ne l'ai pas écrit, c'est la même chose qu'un espace localement compact. Et donc c'est un petit peu ça qui nous dit que la C étoile algèbre générale non commutative, c'est une généralisation de la notion d'espace topologique localement compact, et c'est confirmé par la théorie où beaucoup d'objets d'études de la topologie, comme la catégorie, l'homologie, etc., ont pu être transposés aux C étoiles algèbres, ainsi que de nouvelles structures qui sont propres à la nature non commutative qui apparaissent en plus. Donc ça, c'est pour les C étoiles algèbres. Alors pour les topos, je vais aller un petit peu plus vite. Donc je vais considérer uniquement les topos de Grothendieck, parce que c'est ceux qui ont a priori un sens géométrique, c'est-à-dire des catégories de faisceaux sur un site. Un morphisme de topos, ça sera les morphismes géométriques, c'est-à-dire des couples de fouteurs adjoints, F étoile en haut, F étoile en bas, avec F étoile en bas qui va dans le sens du morphisme, et F étoile en haut qui, en plus de commuter à toutes les limites inductives du fait qu'il a un agent à droite, commute aux limites projectives finies. Donc l'exemple typique, ça sera les faisceaux sur un espace topologique, faisceaux d'ensemble, qui forment un topos, et une application continue entre espaces topologiques donne un morphisme géométrique dans les topos correspondants. Et si on se restreint un petit peu sur la notion d'espace topologique qu'on considère, il faut prendre ce qu'on appelle les espaces sobres, ce qui inclut en particulier tous les espaces séparés, par exemple tous les espaces topologiques qui apparaissent en géométrie algébrique, enfin les espaces sous-jacents à des schémas, sont des espaces sobres. Et donc quand on se restreint à cette classe, les morphismes géométriques entre les topos correspondants, c'est la même chose essentiellement que les applications continues. La seule subtilité, c'est que les topos, c'est deux catégories, et donc on a des deux morphismes qui apparaissent, qui correspondent à l'ordre de spécialisation sur les morphismes. Il n'y en a pas quand c'est séparé.
Et pareil, grâce à ce plongement, on peut aussi penser au topos comme un espace topologique généralisé. Et puis on a évidemment une autre raison pour ça, c'est que de la même façon, il y a beaucoup d'outils de la topologie, notamment la cohomologie et la théorie homotopique, qui se généralisent au topos. Donc on a la question vague dont je vous ai parlé au début, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre les deux notions? Alors il y a une première réponse qu'on peut donner, c'est qu'il y a un grand outil de la théorie des topos, c'est que n'importe quel théorème qui est démontré de façon constructive, donc j'entends par constructive sans utiliser ni l'axiome du choix ni le principe du tiers exclu, va pouvoir s'interpréter comme un théorème sur les objets d'un topos. Et cette construction-là, ça a notamment été utilisé dans une série de travaux qui a fait intervenir beaucoup de personnes, donc je n'ai mis que 3 noms, mais il y en aurait plein d'autres à rajouter à la liste, qui débute dans les années 75 et qui continue quasiment jusqu'à aujourd'hui, même si ça a atteint son point culminant dans les années 90, qui ont refait toute une partie de l'analyse, en particulier des espaces de Banach, des espaces de Hilbert et des C-étoiles algèbres internes à un topos. Oui. Alors le problème, peut-être pour le truc, c'est que la définition de C n'est peut-être pas univoque dans un topos. La définition si on définit alors, par les de nombres qu'on Cauchy considère, ou par les... alors on ne définit pas par suite de Cauchy parce que sans axiome du choix dépendant, ça donne rien. On définit par coupure de Dedekind, mais coupure de Dedekind bilatère. Sinon, on a une très mauvaise structure algébrique. On garde la définition par coupure de Dedekind unilatère pour la norme, parce qu'on veut tolérer une norme seulement semi-continue et pas une norme continue. Mais donc ça a été fait et je vais partir de... Ok, on admet que c'est fait, voilà. On admet que c'est fait. Donc on sait notamment qu'il y a une version de la dualité de Gelfand qu'on valide en logique interne. Donc essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est remplacer les espaces topologiques compacts par les locales compactes complètement régulières, c'est-à-dire la notion d'espace sans point, qui joue un rôle important en théorie des topos. On sait qu'on peut interpréter un espace de Hilbert ou une C-étoile algèbre interne à un topos comme un champ continu d'espace de Hilbert, C-étoile algèbre sous topos. Alors pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ça a été vérifié que quand on est sur un espace topologique, alors il faut peut-être le supposer au moins complètement régulier, peut-être paracompact, ça correspond effectivement aux notions de champ continu qui avaient été définies il y a plus de 50 ans par les gens en algèbre d'opérateurs. Et enfin, le point qui m'intéresse le plus, c'est que si je fixe un champ continu d'espace de Hilbert sur un topos, donc un espace de Hilbert dans la logique du topos, je peux regarder l'ensemble de ces opérateurs, c'est-à-dire des applications, des morphismes de faisceaux qui sont internellement des opérateurs pour l'espace de Hilbert. Donc en particulier, comme c'est pas constructif, il faut supposer l'existence d'un adjoint, elle ne sera pas automatique. Ça va former une C-étoile algèbre au sens classique, c'est-à-dire de façon externe au topos, dans le topos des ensembles. Donc on a cette première façon d'associer à un topos une algèbre d'opérateurs. Alors le problème, c'est qu'on sait bien, quand on fait de la théorie des algèbres d'opérateurs, que prendre tous les opérateurs d'un espace de Hilbert, c'est beaucoup trop gros. Il va falloir restreindre un petit peu, et si on applique ça à des exemples, on obtient effectivement des algèbres beaucoup trop grosses qui, dans des bons cas, vont être des algèbres de von Neumann, on va pouvoir les traiter en tant que telles. Mais dans le cas général, ça va juste être des C-étoiles algèbres pas utilisables en pratique. Donc l'objectif, ça va être de restreindre un petit peu la classe d'opérateurs qu'on va considérer. Alors, je passe à la...